Ce soir, une thématique différente. Ce soir, une thématique qui concerne un statut et des métiers. Et la caractéristique de ces rendez-vous de l'empreinte, c'est qu'à chaque fois, on va faire appel à des experts, soit du Crédit Agricole Bois Picardie, soit de l'extérieur, eh bien pour vous apporter un éclairage sur la thématique que nous allons développer ensemble pendant un petit peu plus d'une heure. Alors, je vais tout de suite m'adresser à nos intervenants. Éric Van de Portal, expert comptable au CERF France, ancien président de l'Ordre des experts comptables Picardie-Ardennes. Bonsoir Éric. Ça. Sarah Madins, ingénieure patrimoniale au sein de la banque privée Crédit Agricole Bois Picardie. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Et Jacques Rondelard, qui est responsable du marché des professions libérales au sein du Crédit Agricole Bois Picardie. Bonsoir à tous et à tous. Et Christophe Perrin, en charge du développement du territoire du Beauvaisis et de Tel-et-Vexin. Merci Jacques. Alors, si on revient un petit peu sur vous décrire, vous donner un petit peu des chiffres sur la population des indépendants en France, un peu plus de 3,2 millions d'indépendants en France, dont 1,2 million de libéraux. Si on regarde cette projection-là au niveau du département de l'Oise, c'est un peu plus de 32 200, donc 44% de professions libérales. Donc on est à peu près dans les chiffres nationaux. Et quand même un point qui est à noter, c'est que dans les entrepreneurs, eh bien, il y en a moins de 50% qui ont moins de 30 ans. C'est-à-dire qu'on est face à une population qui est relativement jeune. Alors, il s'est passé quelque chose le 14 février. Pour moi, c'était la Saint-Valentin. Eh bien, il y a eu une loi qui a été votée ce jour-là. Alors, Jacques, est-ce que tu peux nous dire ou nous décrire le périmètre de cette loi du 14 février 2022 ? Oui, Christophe, on ne va pas aller dans le détail ce soir. On n'est pas là pour détailler les 4 chapitres de cette loi qui, effectivement, a été promulguée le 14 février. C'est une loi qui est importante puisqu'elle vient réformer un statut qui n'a pas beaucoup évolué depuis les années 90. Je suis un peu ancien, plus de 30 ans de banque, et je me souviens encore des lois Madelin de 94. Depuis, il n'y a pas eu grand changement sous le soleil des entreprises individuelles. Aujourd'hui, on va se focaliser, Christophe, et si vous êtes d'accord, sur 2 sujets importants. C'est le fait qu'on va pouvoir parler de protection du patrimoine personnel pour un entrepreneur individuel sans aucune démarche, de façon automatique, systématique. Et puis un deuxième sujet également, alors c'est pas dans cette loi du 14 février, c'est dans la loi de finances qui l'a précédée, la loi de finances 2022, où on parle de passage à l'IS pour des entrepreneurs individuels. Donc 2 sujets quand même révolutionnaires, c'est pour ça qu'on s'est permis d'appeler notre réunion Révolution fiscale, puisque c'est effectivement 2 sujets très importants dans la vie d'une entreprise. Alors si on veut parler de ça, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé le 16 septembre 2021. C'était notre président, notre nouveau président, c'est le même. Donc ça facilite les choses, puisqu'il avait fait un discours d'1 heure et demie. Alors je vous rassure, hein, on a focalisé 2 minutes. On a décidé de vous présenter ça, puisque Emmanuel Macron résume de manière très synthétique et de manière assez claire sa volonté de scinder les patrimoines et de faire disparaître une structure qui existait depuis 2010 et qui n'avait pas eu un grand succès, qui était le IRL. Donc voilà, si tu peux lancer la vidéo. Les 3/4 des créateurs d'entreprises optent pour le statut de l'entreprise individuelle. De plus en plus et d'1 sur 2 à moins de 30 ans, et très clairement insuffisamment informés. Ils le font souvent sans en mesurer complètement les conséquences. Et ça, c'est une réalité. Et ils réalisent souvent trop tard que leur patrimoine personnel n'est pas protégé. Alors, il y a une loi qui nous a fait ferrailler sur certains sujets, pas sur celui-là. C'était la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, que j'ai eu l'honneur de porter d'une vie antérieure, qui avait tempéré ce principe en rendant la résidence principale insaisissable pour la liquidation des dettes professionnelles. C'était une première évolution qu'on avait portée ensemble. Mais très clairement, il convient d'aller plus loin pour étendre cette insaisissabilité à l'ensemble du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel.
Aujourd'hui, vous le savez, l'ensemble du patrimoine d'un indépendant peut être saisi en cas de défaillance professionnelle. Désormais, sauf s'il en décide autrement, bien sûr, il faut laisser cette possibilité, mais elle doit être explicite, choisie, pas du tout tacite. Seuls les éléments indispensables à l'exercice de son activité professionnelle pourront être saisis en cas de défaillance. Son patrimoine personnel, même quand il s'agit d'un 2 roues ou d'un véhicule personnel, parce que c'est quand même souvent l'exemple qui m'est remonté après cette loi, son patrimoine personnel sera insaisissable par l'effet de la loi, sans qu'aucune formalité préalable contraignante soit nécessaire. Et donc, de manière très concrète, on n'aura plus ces situations d'angoisse que souvent beaucoup d'entrepreneurs découvrent quand les choses commencent à aller mal, ou en plus du fait que tout va mal, le seul bien qui reste, qui est la voiture, et qui est souvent la voiture du foyer, est saisi. Non, il sera mis fin à ce risque pesant sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel en cas de difficulté professionnelle. Et ce statut simple, plus protecteur, deviendra la forme incontournable pour l'exercice d'une activité en nom propre. En conséquence, le IRL sera supprimé pour l'avenir. Alors, comme il vient d'être dit, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée qui n'avait pas rencontré un franc succès disparaît. Celles qui existent, je dirais, finiront de leur belle mort. En tout cas, pour l'instant, c'est pas encore bien défini par les pouvoirs publics. Et l'idée, c'est d'avoir effectivement ce statut unique et protecteur, un peu comme ça avait été fait avec le IRL, avec donc une scission du patrimoine personnel automatique et du patrimoine privé. Donc, si vous avez des dettes professionnelles, elles seront affectées à votre patrimoine professionnel. Si vous avez des dettes personnelles, affectées à votre patrimoine personnel. Il y a une petite exclusion. Si votre patrimoine personnel n'est pas suffisant pour couvrir la dette personnelle, le créancier pourra aller chercher à hauteur de 10% de votre dernier bénéfice sur le patrimoine professionnel. Concernant les garanties qui auraient pu être données avant le 15 mai, puisque c'est la date qui a été retenue, les sûretés, les garanties, les gages, les cautions qui ont été données restent, bien sûr. Et par contre, pour la dissociation du patrimoine, ça s'appliquera que sur les nouvelles créances, donc à partir du 15 mai. Alors, on a encore plein de précisions avec Sarah, Christophe et Eric. On a hésité à présenter cette loi parce qu'il y a encore beaucoup d'imprécisions, mais on pense qu'il faut vraiment en parler aujourd'hui. Je pense que tout le monde va se réveiller en fin d'année, fin 2022. C'est un peu l'habitude des Français de se réveiller à la dernière minute, surtout quand ça parle des impôts. Donc, on a voulu vraiment vous en parler aujourd'hui pour qu'on se pose les bonnes questions. On attend effectivement des précisions concernant comment on va prouver que tel bien est un bien professionnel ou un bien privé. Alors, les comptables vont certainement pouvoir vous aider là-dessus, je pense. Également, il y aura des renonciations possibles à la division des patrimoines. Alors, ça, c'est pour les créanciers, c'est pour les banquiers, ça peut être aussi pour des fournisseurs, ça peut être assez large, avec bien sûr des choses bien encadrées, alors qui ne sont pas encore non plus très précisées par les pouvoirs publics, mais ils ont déjà prévenu qu'ils allaient surveiller les créanciers, dont les banquiers, bien sûr. Et donc, il y aura du formalisme, il y aura des demandes qui seront faites de manière écrite, il y aura des choses qui sont vraiment, comme on peut connaître aujourd'hui, sur des actes de cautionnement. Donc, c'est des choses qui seront à préciser dans les mois, je pense, dans les mois qui viennent. En tout cas, Jacques, merci pour les contours de cette loi du 14 février, dite loi de la Saint-Valentin. Non, je plaisante. Maintenant, on va opter pour un sujet quand même qui est beaucoup plus sérieux. C'est cette fois-ci la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Éric Van de Portal, expert comptable au CER France. À vous de jouer sur le sujet. Oui, merci. Alors déjà, pour commencer, on a parlé de révolution fiscale, donc on va faire des petits rappels. Déjà, quand on parle d'impôts, on pense que les impôts augmentent toujours. Eh bien, pour l'impôt société, c'est faux, puisque vous pouvez constater sur ce graphique, on est passé d'un taux de 50% en 85, même un peu plus parce qu'il y avait une contribution supplémentaire, on a atteint les 52%. Progressivement, on est passé au taux actuel qui est de 25%. Donc on se rend compte que la concurrence européenne en fait sur les taux a fait chuter considérablement le taux de l'impôt société, ce qui rend évidemment l'option un peu plus intéressante. Pour rappel, pour les PME, donc
enfin les PME, c'est PME au sens européen, donc c'est-à-dire que je pense que toutes les entreprises qui sont présentes ici sont des PME, on a un taux réduit de 15% jusqu'à 38 120 euros. Et donc le taux de 25% s'applique au-delà de 38 120 euros. On va comparer avec le taux d'impôt sur le revenu, bien sûr. Donc, pour rappel, ça a été créé en 1914, l'impôt sur le revenu, et la tranche marginale, c'était 2%. Et donc, aujourd'hui, on a une tranche marginale d'impôt sur le revenu qui est de 45% pour les revenus qui dépassent 160 000 euros. Donc, on peut juste en quelques mots constater que la progressivité de l'impôt, en fait, est de plus en plus faible, puisqu'il y a eu jusqu'à 13 tranches d'imposition. Maintenant, il n'y en a plus que 4 en pratique. Et qu'on se retrouve très rapidement dans la tranche à 30%, puisque vous voyez qu'un revenu qui dépasse 26 000 euros est déjà taxé à 30%, et qu'on arrive assez rapidement quand même dans les tranches à 41 et 45%. Un peu d'histoire. On en a parlé tout à l'heure, les lois Madelin, en fait, et la loi sur les sociétés d'exercice libéral, ça date de 90, décembre 90. Et à l'époque, on pensait que ça allait révolutionner l'exercice des professions libérales. On pensait vraiment que c'était quelque chose qui allait avoir un succès extraordinaire tout de suite. Ça n'a pas du tout été le cas. On se rend compte que peut-être les mentalités n'étaient pas mûres et que la société, c'est un passage à un partage des bénéfices, etc. C'est quelque chose d'assez compliqué. Et en fait, il y a eu beaucoup moins de création de sociétés d'exercice libéral qu'on pouvait l'envisager à l'époque. Je crois qu'aujourd'hui, il y a moins d'un tiers des professionnels libéraux qui se créent en société. Donc, on peut dire que cette possibilité de société d'exercice libéral n'a pas rencontré son public. Et donc, l'option pour l'impôt-société, à aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Donc, sans création d'une nouvelle personne morale, avec une simple option fiscale, vous allez pouvoir bénéficier d'un taux d'IS plus faible, à 25%, sans toutes les contraintes de la société d'exercice libéral. Ce qui est une petite révolution, parce qu'on avait parlé de la loi Madelin comme une révolution. En fin de compte, elle n'est pas venue complètement. C'est une révolution décalée, finalement, ça a pris 30 ans. En vrai, je ne sais pas si ça va vraiment être une révolution et si il y aura un succès pour cette mesure, mais on va voir après que ça paraît quand même quelque chose qui doit être étudié, et c'est pour ça qu'on a choisi d'en parler aujourd'hui. Alors, Eric, on va rentrer dans le vif du sujet. On va regarder quel est l'impact quand on est au BNC, donc à l'imposition sur le revenu, et sur l'IS, en essayant de regarder les deux. Alors, quelques rappels donc, sur la situation qui est la situation actuelle pour l'entreprise individuelle en libéral. Donc, c'est le statut des bénéfices non commerciaux. Donc, vous êtes d'office dans un dispositif recettes-dépenses. Donc, votre chiffre d'affaires encaissé, moins vos frais généraux, dont les intérêts d'emprunt, moins vos charges sociales. Eh bien, tout ça donne votre bénéfice fiscal, celui qu'on retrouve sur votre 2035. Et c'est cette base de la 2035 qui sert de base justement au calcul de l'impôt sur le revenu, quel que soit finalement ce que vous faites de votre argent. C'est-à-dire qu'on taxe à l'impôt sur le revenu de la même manière le bénéfice que vous appréhendez, que vous prenez sous forme de rémunération, de prélèvement en fait, et le bénéfice que vous laissez dans l'entreprise. Quel que soit le choix que vous faites, vous êtes taxé de la même manière à l'impôt sur le revenu et à la tranche marginale de votre impôt. Donc, notamment, le remboursement du capital d'emprunt pour les gens qui se sont endettés pour créer leur cabinet, eh bien, ce remboursement de capital d'emprunt, il n'est évidemment pas disponible. Vous le touchez et vous le reversez à votre banquier, mais il subit quand même l'impôt sur le revenu et les charges sociales. Donc, votre disponible, il est après impôt et après remboursement de capital social. Ça, c'est le principe que vous connaissez. À l'impôt, quand on a une entreprise qui est soumise à l'impôt société, c'est un petit peu différent. On voit là sur ce schéma la différence. En fait, c'est qu'on va d'abord déterminer le résultat de l'entreprise qui va être soumis à 15% ou à 25%, mais surtout, on va déduire votre rémunération. C'est-à-dire que ce que vous prenez sous forme de salaire, entre guillemets, va être déduit des frais généraux de l'entreprise. Et uniquement ce qui est votre rémunération. Donc vous allez être taxé à titre personnel sur les frais généraux, sur la rémunération que vous vous attribuez.
Et le résultat de l'entreprise, après cette rémunération donc, va être soumis à l'impôt société au taux de 15 ou 25%. Et une fois que vous avez payé votre impôt société, vous allez de la même manière rembourser le capital de l'emprunt, éventuellement constituer des réserves, et s'il reste quelque chose, vous versez des dividendes. On verra après un peu comment ça fonctionne. Donc la différence essentielle, c'est que finalement, vous n'êtes pas taxé, vous, à titre personnel, sur l'argent que vous laissez dans l'entreprise. C'est ça qui fait le gros différence. Alors, bon, ça c'est un peu la même chose. Donc l'exercice individuel, je l'ai déjà dit, honoraires encaissés, moins frais généraux, moins charges sociales, moins intérêts d'emprunt, ça donne, moins dotations amortissements, ça donne votre résultat fiscal, qui sert de base au calcul de l'impôt sur le revenu et au calcul des charges sociales. Ça, c'est la 2035. Version IS. Et version IS, eh bien, vous avez à peu près la même structure, sauf que vous voyez, j'ai mis en rouge la rémunération du dirigeant qui est déduite en plus. Et c'est cette rémunération du dirigeant qui sert de base au calcul de l'impôt sur le revenu et au calcul des charges sociales. Donc, en choisissant le niveau de rémunération que vous choisissez de vous attribuer, vous allez déclencher l'impôt sur le revenu et les charges sociales. Donc, la grosse différence entre les deux systèmes, c'est que dans le système BNC, vous êtes en recette dépenses et vous ne maîtrisez pas votre niveau d'impôt sur le revenu et de charges sociales, vous le subissez chaque année. On connaît tous le système, on fait une très bonne année, eh bien on est taxé sur ce résultat, du coup ça génère des charges sociales l'année suivante, le résultat diminue cette année-là et on doit payer l'impôt sur le revenu et les charges sociales avec un résultat qui diminue, et ainsi de suite. Et on a un résultat qui fait une courbe sinusoïdale, avec des années bonnes et une année moins bonne l'année suivante, et ainsi de suite. Avec le système IS, vous pouvez lisser ce dispositif en fait, en choisissant de vous attribuer une rémunération constante et en maîtrisant par avance votre impôt sur le revenu et vos charges sociales. Alors, Eric, on prend un exemple chiffré pour voir l'impact de l'une ou de l'autre des solutions? Oui, tout à fait. Alors, ça sera peut-être un peu plus parlant. J'ai pris un exemple avec 200 000 euros d'honoraires encaissés, des frais généraux à 60 000, des charges sociales du coup à 30 000, des intérêts d'emprunt à 500, et le résultat fiscal fait 109 500. Le remboursement du capital d'emprunt, c'est 13 900. C'est des chiffres que j'ai pris sur une moyenne, en gros, de cabinet. Et du coup, vous avez un impôt sur le revenu de 30 800 et un net disponible dans votre poche, après remboursement de l'impôt, de l'emprunt, pardon, de 64 800 euros. Donc sur 200 000 au départ, il vous reste 64 800 dans la poche. Alors ça, c'est en BNC. Et en IS, du coup, j'ai fait deux calculs un peu différents en fonction du niveau de rémunération que vous choisissez de vous attribuer. Donc, on a toujours évidemment les honoraires à 200 000, on a les mêmes charges. Alors, j'ai augmenté un peu les charges parce qu'à l'IS, il y a un petit peu plus de charges, parce que c'est un peu plus compliqué de faire votre compta. Donc, en général, le comptable, il vous prend plus cher. Donc, j'ai mis une augmentation. La rémunération du dirigeant, elle est à 80 000. Les charges sociales, du coup, à 24 000. Le résultat fiscal, 33 500. L'impôt société, 5 025. Ça vous fait un résultat net de 28 475. Et une fois que vous avez remboursé votre capital d'emprunt, il reste 14 575 euros. Et j'ai fait le calcul en mettant une rémunération un peu plus élevée, en fait, pour vous montrer que, en fait, par rapport au disponible, vous pouvez prendre en fait un peu plus là, puisque pour arriver à un net en trésorerie de 3 525, j'ai pris une rémunération de dirigeant de 80 000. Donc, alors normalement, il y a sur le slide suivant, on voit la comparaison, voilà. Donc, dans les deux cas, avec une rémunération à 80 000, vous avez un net disponible de 64 400. Donc, on revient sur à peu près le même net que sur l'hypothèse de la trésorerie en BNC. Et avec une rémunération à 90 000, vous avez un net disponible de 70 900. Donc, en gros, à peu près 10% de plus avec le même disponible de départ. Donc, on voit tout de suite qu'en fait, selon la stratégie de rémunération qu'on va mettre en place, eh bien, on va avoir moins d'impôts sur le revenu, moins de charges sociales et plus de disponibles sur l'entreprise. Donc en clair, j'ai une stratégie que je peux piloter et que je peux déterminer à l'avance, et une autre solution où je subis un petit peu plus les choses. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que là, on va pouvoir gérer sa fiscalité personnelle
de manière un peu plus coordonnée. Ça va permettre de mettre en place des stratégies du type je fais une année forte, ben je sais que c'est une année exceptionnelle pour une raison ou pour une autre, je vais mettre de l'argent de côté, je ne vais pas prendre plus de rémunération, mais ça va me faire une réserve qui va me permettre de compenser pour des années plus faibles. Et ça va me permettre de lisser ma sinusoïde de tout à l'heure. On va pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus régulier. De même, on pourrait envisager une stratégie de type pendant quelques années, je vais travailler beaucoup pour constituer des réserves, et ça va me permettre, quand j'envisagerai de travailler moins, de prendre ma retraite, etc., de diminuer progressivement mon activité, tout en gardant le même revenu et en puisant sur les réserves que j'ai constituées, avec un impôt à 25% uniquement sur les premières années, sur les années fortes. Voilà, en fait, on peut mettre en place des stratégies, ce qu'on ne peut pas faire sur une fiscalité en BMC. Alors, on va aller encore un petit peu plus bas, hein, on va descendre, on va parler de l'affectation du résultat cette fois-ci, mais tu l'as déjà anticipé au travers de tes propos. Alors, donc, une fois qu'on a le résultat net sur l'entreprise, eh bien, c'est un peu comme dans une société, c'est-à-dire qu'il va y avoir une décision d'affectation du résultat. Donc, vous allez décider soit de laisser ce disponible dans l'entreprise, et dans ce cas-là, vous allez constituer une réserve, soit de distribuer des dividendes, donc de vous attribuer le bénéfice. Et dans cette distribution de dividendes, on va faire deux enveloppes, si vous voulez. Dans la limite de 10% du bénéfice, ce que vous allez distribuer ne sera pas soumis aux charges sociales, et donc vous subirez, enfin, vous bénéficierez, comme on veut, de la flat tax, l'imposition forfaitaire unique au taux de 30%. Et pour ce qui dépasse 10% du résultat, vous pourrez toujours le distribuer, bien sûr, mais ça sera soumis aux charges sociales comme votre rémunération. Donc ça va s'ajouter à votre rémunération pour le calcul des charges sociales. Et donc, dans ce cadre-là, comme dans les 30% de flat tax, il y a 12,8 d'impôts et 17,2 de CSG, comme vos cotisations sociales vont être calculées sur la distribution de dividendes, il y a déjà de la CSG dans vos cotisations sociales, donc vous n'allez pas payer une deuxième fois la CSG. Donc vous n'aurez que 12,8 d'impôts sur le revenu prélevés directement. D'accord ? Merci beaucoup, Eric. Alors, on voit que dans un cas, on peut mettre en place une stratégie. Dans l'autre cas, on subit un petit peu plus les choses. Il ne faut peut-être pas qu'on raisonne de façon aussi binaire. Est-ce qu'on peut quand même se refaire avantages, inconvénients, BNC, IS? Oui, alors avant, il y a un petit calcul. Voilà, un exemple de calcul avec une distribution de dividendes. Alors, j'ai pris par hypothèse un résultat avant IS de 200 000 euros. L'impôt société va, pour 200 000 euros, être de 46 188. Donc, il reste un résultat net de 153 812. Vous pouvez soit le mettre en réserve, soit le distribuer. J'ai pris comme hypothèse qu'on distribuait tout, juste pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, comme on distribue tout, on a 10%, donc 15 381 qui est soumis à la flat tax, au prélèvement forfaitaire unique, donc 4 614. Vous touchez net 10 767. Et pour les 90 autres pourcents, vous payez la flat tax à 12,8, donc ce qui donne 17 719, et vous percevez 120 712. Donc vous touchez sur ces 153 812, vous faites un versement de 131 479 euros. Et l'année suivante, vous allez payer des charges sociales, puisque vous allez devoir déclarer ces 138 431 euros en plus de votre rémunération, et ça va générer un coût de 55 372 euros. Du coup, comme ce sont des charges sociales, on les déduit du résultat, vous faites une économie d'impôt sur les sociétés de 13 843. Donc le coût total, c'est les 200 000 de départ, plus 41 529 de charges sociales nettes d'impôt. Donc vous avez perçu réellement dans votre poche 131 479 pour un budget global dégagé sur la richesse du cabinet de 241 529. Donc un taux finalement de net dans la poche de 54,43%. On regarde côté BNC. Et côté BNC, avec les mêmes éléments, si votre résultat en BNC est de 241 529, vos charges sociales seront de 96 611, le résultat net de 144 918, ça vous fait payer 65 000 euros d'impôts et votre net perçu est de 79 705, soit un taux de revenu net de 33% dans la poche. Vous voyez quand même que même en distribuant des dividendes, il y a un écart qui est significatif. En fait, l'écart significatif, il vient du taux d'impôt sur le revenu. C'est 12,8. 12,8 avec la flat tax, au lieu de 45 sur votre tranche marginale d'impôt.
Donc un gain quand même significatif. Ces calculs-là, je vous les ai mis à titre indicatif parce qu'évidemment, le calcul des charges sociales, là, je l'ai fait, mais c'est des estimations, ça dépend de votre métier, ça dépend si vous êtes au plafond, pas au plafond, il y a des taux, il y a des cotisations fixes, enfin bref, il faut vraiment faire des calculs dans votre cas spécifique. Là, c'est pour vous donner un ordre d'idée, ça n'a pas d'autre ambition que ça. Il ne faut vraiment pas prendre ça au pied de la lettre. Après, il faut vraiment faire une étude spécifique dans votre cas si vous voulez vraiment comparer les choses à votre situation actuelle. Là, c'est vraiment uniquement pour vous donner un ordre d'idée, j'insiste, c'est important, parce que le calcul des charges sociales en BNC, c'est un peu complexe. Alors, on va quand même revoir les avantages et les inconvénients de chaque formule. Avec plaisir. Alors, les avantages du BNC, il y en a quelques-uns. Il y a la simplicité de fonctionnement, déjà, hein, c'est votre poche droite, votre poche gauche, vous faites un peu ce que vous voulez, pas de souci, voilà. Les avantages, il y a certains avantages fiscaux dans certaines professions. Par exemple, pour les médecins conventionnés, secteur 1, il y a une déduction forfaitaire de 2%, qu'on n'aura pas en l'IS. Il n'y a pas de taxe sur les véhicules de société, ce que vous auriez sur une entreprise à l'IS. Globalement, on peut dire que, en règle générale, moins vous allez avoir d'investissement matériel, moins vous allez avoir d'emprunts remboursés, et moins il y aura de différentiel, clairement. Donc, en gros, le BNC a beaucoup d'avantages, enfin, reste avantageux si vos prélèvements sont proches de votre résultat de la 2035. Les inconvénients pour le BNC, on est en recette-dépenses. Donc, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Vous allez avoir des fluctuations de trésorerie et des résultats très importants d'une année sur l'autre. On l'a vu aussi avec les années Covid, là, ça a fait des résultats en dents de scie. Et on voit les impacts en termes de tranche marginale d'impôt et de charges sociales. Donc, avec le BNC, c'est difficile de mettre en place une stratégie et de gérer sa trésorerie. On est un peu dans un système où on subit. Côté IS? Côté IS, l'avantage de l'IS, c'est la fiscalité du bénéfice qui est laissé dans l'entreprise et qui ne subit que 15% d'impôt jusqu'à 38 120 à 25% au-delà. Il y a un autre avantage qui va parler aux banquiers, c'est que vous êtes en créance et dette. Donc d'une part, il y a la possibilité de lisser la rémunération et les charges sociales et l'IRPP, comme je vous l'ai déjà expliqué. Mais en plus, le fait d'être en créance et dette et d'être soumise à l'impôt société va faire que vous allez avoir un bilan, un vrai bilan, avec une situation patrimoniale professionnelle beaucoup plus facile à démontrer. Et je pense qu'en tant que banquier, vous ne serez pas... C'est clairement un gros avantage. Je crois que l'alias fiscale 2035, ça doit être la plus vague, j'allais dire. Voilà, ça me fait penser quand ma mère faisait ses comptes, hein, les recettes et les charges et ce qui reste à la fin. Donc pour un banquier qui va vouloir prêter à son client, c'est pas toujours évident d'aller parler de BE ou de regarder vraiment le détail de la rentabilité. Et je pense que le fait effectivement qu'on aura un vrai bilan, comme dit Eric, ça va vraiment, pour vous et pour nous, je pense que ce sera vraiment avantageux de pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'analyse de l'entreprise, de son activité et de sa rentabilité, pour dire les choses. Donc c'est vraiment pour moi un point important. On a les inconvénients, évidemment, des avantages de l'autre côté. Enfin, bon, l'inconvénient de l'IS, c'est que ça vous oblige quand même à une gestion un peu plus complexe. C'est une vraie comptabilité, donc on est en recettes-dépenses, on doit comptabiliser les créances, les dettes, les stocks, etc. Les pertes, des avantages, je l'ai déjà dit, les 2%, etc. Et puis la taxation de certaines plus-values, même si on n'est pas tout à fait sûr de toutes les... on entend encore des précisions sur certains régimes fiscaux de faveur, notamment pour des exonérations de plus-value. Donc Eric, on voit qu'il y a un certain nombre d'avantages, un certain nombre d'inconvénients. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est quand et comment opter pour l'impôt sur les sociétés? Alors, on peut opter dès maintenant, dès la création du cabinet, si c'est une création à l'origine. Donc là, il suffit de cocher une case, c'est une option sur l'imprimé que vous donnez au centre de formalité des entreprises. Sinon, pour les entreprises qui existent déjà, ou les cabinets qui existent déjà, c'est une option dans les 3 mois du début de l'exercice.
Alors, on ne sait pas trop si on pourra le faire en cours d'année, ou si c'est-à-dire si on peut décider d'arrêter son activité en BNC au 30 juin et opter derrière pour l'impôt société, ou s'il faut attendre le 31 décembre. Là, il n'y a pas eu de précision là-dessus. Pour l'instant, on va considérer qu'il faut attendre le 31 décembre. Donc, la première fois où vous pourrez opter, c'est pour 2023, en fait, parce qu'il faut opter dans les 3 mois du début de l'exercice. Et comme la loi a été publiée donc, le 14 février, donc il y a un délai de 3 mois, ça fait 15 mai pour s'appliquer. En fait, on ne pouvait pas le faire pour 2022. Donc, la première option possible, c'est en 2023. Sur un plan concret, c'est une option fiscale, hein, donc c'est juste un courrier en recommandé AR au service des impôts. Alors évidemment, il va falloir y réfléchir avant, le préparer, car il va y avoir un arrêt d'activité en BNC, et la cessation d'activité va bénéficier d'un régime de faveur pour éviter d'être taxé de manière un peu trop brutale, notamment sur les créances clients qui sont pas encaissées. Et puisque là, vous seriez taxé sur tous vos encaissements plus les créances, donc mécaniquement, ça fait plus de bénéfices. Donc là, il y a un système qui est mis en place pour lisser cet impact-là. Il y a aussi un report des plus-values latentes sur les immobilisations. Donc normalement, le passage du BNC à l'IS devrait être sans trop de conséquences fiscales, en tout cas pour la cessation en BNC. Par contre, une fois quand il y a cessation en BNC, vous avez 60 jours pour déposer votre comptabilité, votre déclaration 2035 au centre des impôts. On l'a évoqué cet après-midi, il y a quand même quelques alertes à avoir sur la date. Oui, il va falloir réfléchir. C'est vraiment une réflexion globale sur sa situation personnelle, sur ce qui va changer. Donc, parce que si vous avez mis en place, par exemple, des outils de défiscalisation, si vous avez une stratégie par rapport à votre Madelin, évidemment, le fait de choisir ensuite une stratégie avec une rémunération faible va baisser vos impôts et va aussi baisser votre base Madelin, par exemple. Donc, il faut faire attention à ne pas prendre les décisions au mauvais moment, au mauvais timing par rapport aux décisions que vous aviez déjà prises auparavant pour essayer d'optimiser un peu votre fiscalité. Donc, il faut penser à l'impact de la baisse du revenu personnel sur votre retraite aussi, sur les revenus décalés, etc., enfin, sur la protection sociale. C'est vraiment une démarche qui n'est pas neutre, donc qui demande une étude approfondie et la réalisation d'un bilan patrimonial, banquier notamment. Je vais simplement ajouter qu'effectivement, combien de fois, en faisant un bilan patrimonial avec un client en profession libérale, on se dit, dommage, vous ne pouvez pas passer à l'IS. C'est quelque chose qui va changer. Et donc, un bilan patrimonial, c'est au moins tous les 2 ans. Et comme disait Eric, chacun est différent. Moi, je me souviens d'une question que j'avais régulièrement quand on est passé à la flat tax. Est-ce que je dois rester au barème progressif ou est-ce que je dois passer à la flat tax? J'ai dit, ça dépend. Donc là, c'est un peu la même chose. C'est vraiment du cas par cas. C'est ça vraiment qui est important. Et c'est comme tu disais, Eric, c'est aussi du sur-mesure. Alors, on a vu qu'il y avait des avantages et des inconvénients sur chacune des 2 solutions. Tu viens de parler de bilan patrimonial, hein, donc de situation extrêmement personnalisée. Est-ce qu'on peut avoir quand même un panorama des critères qui sont à prendre en compte pour cette option de passage à l'IS? Oui, bien sûr. Alors, j'ai fait une petite liste. J'ai essayé de mettre des points de réflexion. Donc, évidemment, il y a l'âge, il y a l'état de santé, il y a la capacité d'épargne, il y a la rentabilité de votre revenu, bien entendu, le taux d'imposition, votre taux d'imposition marginale à l'impôt. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, notamment, l'existence de collaborateurs éventuels, l'objectif de transmission, les besoins de trésorerie, les capacités d'endettement. Il y a vraiment beaucoup de critères à prendre en compte. Et dans certains cas, il sera préférable de ne rien faire, c'est possible, mais dans d'autres cas, il va être préférable de créer des sociétés d'exercice libéral quand même, notamment quand on est dans des objectifs de transmission ou d'association, évidemment. Le fait de passer à l'impôt société, là, ne résout en rien vos problèmes de transmission ou d'association. Donc la société d'exercice libéral reste finalement un outil qui peut être intéressant. Est-ce que ça devrait faire disparaître cette option possible? Alors, au-delà des entreprises individuelles du BNC, des professions libérales, c'est aussi vrai pour les artisans, les commerçants, etc. C'est les EURL et les SASU
c'est-à-dire toutes les sociétés où on est tout seul et en fait on crée une société uniquement pour avoir l'impôt société, mais sans d'autres objectifs ni de transmission ni d'association. Donc on va se retrouver finalement avec des vraies sociétés, avec la vraie définition d'une société qui est à la base, pour créer une société, il faut avoir 2 personnes et une volonté de s'associer. Dans ce cas-là, évidemment, on va revenir sur des schémas classiques de société d'exercice libéral. Juste pendant j'y pense sur les sociétés d'exercice libéral, dans la loi, il y a la possibilité, la loi du 14 février dont on parle depuis tout à l'heure, ça a prévu la possibilité pour le gouvernement de simplifier les règles des sociétés d'exercice libéral pour les professions réglementées par voie d'ordonnance. Donc l'idée, c'était que ça soit fait assez rapidement. Donc je pense que ça va être fait dans les mois qui viennent. Mais ça devrait simplifier la possibilité d'intégrer des associés extérieurs, toutes les règles qui sont assez contraignantes de création des sociétés d'exercice libéral, qui sont différentes selon le métier, bien sûr. Ça sera toujours le cas. Mais l'idée, c'est quand même de permettre à terme de créer des sociétés d'exercice libéral avec des associés extérieurs, notamment de façon plus simple. Non Ça professionnelle. sera une non professionnelle. Parce qu'effectivement, en termes de transmission, dans le cadre des sociétés d'exercice libéral, on a toujours la problématique de transmettre, par exemple, à des enfants qui sont diplômés en pharmacie, pour les pharmaciens, etc. Donc il y a quand même des contraintes d'ouverture de capital à des associés extérieurs non professionnels. Et donc ça, c'est à suivre dans les mois qui viennent. Pour l'instant, on n'a pas plus d'éléments que ça, mais c'était la volonté du législateur. En tout cas, nous serons en veille sur le sujet. Donc on vient de voir des critères à prendre en compte, des stratégies possibles également. Alors, les stratégies possibles, on peut parler par exemple de l'augmentation de la rémunération en cas de besoin de financement. Vous savez que quand vous allez voir votre banquier pour acheter votre résidence principale, par exemple, eh bien, il va comparer vos revenus avec votre échéance d'emprunt. Ben là, temporairement, vous pourrez augmenter votre rémunération. C'est ça qu'il va prendre en compte, je pense, sous votre contrôle. Complètement. Et ça va vous faciliter la vie par rapport à votre BNC, qui peut être une année bonne, une année moins bonne. Et quand on prend l'année moins bonne en base, forcément, ça diminue votre capacité. C'est plus compliqué. Donc déjà, ça peut vous faciliter l'accès au crédit à titre personnel. Alors, la constitution de réserve pour anticiper une baisse d'activité, ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, vous m'excuserez, je me répète, mais c'est pour qu'on comprenne bien. La constitution de réserve, vous faites quelques années avec des revenus élevés, vous constituez une réserve et ben, ça vous permet de gérer tranquillement une baisse d'activité sans avoir d'effet ciseaux sur votre rentabilité, votre fiscalité, vos charges sociales. On a parlé donc d'affectation au départ de cette réunion, d'affectation de patrimoine. Vous allez avoir un patrimoine professionnel. Dans ce patrimoine professionnel, il peut avoir de la trésorerie et vous pouvez gérer cette trésorerie. On va revenir encore avec l'aide du banquier sur une gestion de patrimoine, sur des investissements de la trésorerie de l'entreprise, donc sans passer par la case impôt sur le revenu, distribution de dividendes, etc. C'est la trésorerie de l'entreprise qu'on gère. Et peut-être qu'on pourra, par exemple, créer des filiales, une SCI, pour acheter des murs, par exemple. On ne peut pas faire aujourd'hui avec les sociétés d'exercice libéral qu'on pourrait faire dans ce cadre-là. Donc, il y en a sans doute beaucoup d'autres, mais pour l'instant, on manque un peu de recul. On va les découvrir au fur et à mesure. Et comme il reste encore un peu de points à déterminer ou d'éclairage à avoir, des conclusions provisoires. Oui, on a mis provisoire parce qu'on est prudent et qu'on voulait vous sensibiliser sur cette possibilité, mais en étant bien conscient du fait que pour l'instant, on essuie un peu les plâtres. Donc, on attend encore les décrets, les précisions, les interprétations, le BOI et compagnie pour savoir un peu quelle va être la position de l'administration sur certains points. Forcément, il va falloir être très attentif à ce qui va sortir. Dans les mois à venir, dans les semaines et les mois à venir. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, dans certains cas, la création d'une société d'exercice libéral va être une meilleure solution, va être la seule solution, évidemment quand on veut s'associer. Et puis, j'ai voulu
Vous rappelez que dans ce cadre-là, le banquier, l'expert comptable, l'avocat, le fiscaliste, etc., doivent travailler de concert sur ce sujet, qu'il faut que vous preniez un maximum d'informations et d'avis contradictoires pour prendre la bonne décision, qui sera votre décision à vous, parce qu'il n'y a pas un schéma cadre typique qu'on peut calquer pour tout le monde. Encore une fois, les exemples que j'ai pris tout à l'heure, c'est juste pour vous donner des ordres d'idées, mais évidemment, ça nécessite du sur-mesure, et donc une adaptation à votre propre cas et à votre propre contrainte, comme toujours d'ailleurs en gestion de patrimoine. Éric Van de Portal, un grand merci pour cet exposé qui était extrêmement clair, chiffré avec des exemples. Donc vous êtes spécialiste des professions libérales au CERF France et ancien président de l'Ordre des experts comptables Picardie. Encore merci. Alors, si on reprend le cheminement de notre soirée, on a commencé de regarder le contour de cette loi dite Saint-Valentin. On a ensuite zoomé sur l'option à l'IS qui était possible. Et on va maintenant regarder toute la partie fiscalité, parce que quand on est entrepreneur, la partie patrimoniale, elle est extrêmement importante. Il y a le financement de la retraite qui est à prévoir. Et avec tout ça, Sarah, de la fiscalité. Oui, alors effectivement, on va refaire un zoom de la fiscalité de la transmission, des différents flux de revenus, puisque on est aussi sur des métiers où le train de vie après la retraite est important, le financement de la retraite par voie on a aussi de la défiscalisation, puisqu'on est aussi sur des professions avec des revenus importants. On s'est souvent constitué un patrimoine personnel en dehors de l'entreprise. Comme le disait Éric, on s'est peut-être constitué des locaux professionnels que l'on va conserver après l'arrêt de l'activité et que l'on va louer à des tiers. Donc on va pouvoir avoir des revenus fonciers également. Donc là, l'idée, c'est vraiment de refaire un panorama et voir finalement qu'est-ce qui se passe sur le reste, sur le patrimoine que j'ai pu développer par ailleurs. Donc comme on vous l'a montré au début, donc les revenus salariaux en France sont taxés au barème de l'impôt sur le revenu avec une tranche marginale qui peut atteindre 45%. Des revenus fonciers qui sont quand même très lourdement taxés, puisqu'ils sont taxés au barème de l'impôt sur le revenu, auquel on va ajouter les prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Donc pour quelqu'un qui a des revenus fonciers et d'autres revenus qui l'amènent à une tranche marginale à 45%, 45 plus 17,2, ça nous amène à 62,2% de taxation sur les revenus fonciers perçus. Les dividendes, on l'a vu tout à l'heure, sont soumis à la flat tax au taux de 30% ou un taux différent si on intègre la partie je distribue au-delà de 10% de mon résultat, je suis soumis aux charges sociales et non plus aux prélèvements sociaux sur la partie qui dépasse 10%. Donc là, on ne va pas être sur 30%, mais en tout cas, la règle de la distribution de dividendes, c'est une imposition à la flat tax au taux de 30, 12,8 plus 17,2, avec toujours la possibilité d'opter pour l'impôt sur le revenu. Quand on opte pour l'impôt sur le revenu, pour l'assujettissement, enfin l'imposition des dividendes, on va avoir un abattement, on va pouvoir bénéficier d'un abattement de 40%, donc on va être taxé sur 60% du dividende. On va réintégrer en tout cas 60% dans sa base taxable qui sera imposée à la tranche marginale d'imposition auquel on va ajouter les prélèvements sociaux. Donc pour quelqu'un qui serait à une tranche à 45%, ça nous amène à un taux moyen d'imposition de 41,1%. Donc vous voyez bien que là, on n'a aucun intérêt, en tout cas, sauf à ne pas être imposable, à opter pour l'impôt sur le revenu quand on perçoit des dividendes. Il vaut mieux être à la flat tax. On va être taxé sur tout ce qui est plus-value de cession de valeur mobilière pour des investissements sur des actions ou des cessions de titres de société qui seraient soumises à l'IS. On va être taxé à 30%. Donc on a aussi la flat tax au taux de 12,8 plus 17,2, avec une possibilité d'opter pour l'impôt sur le revenu. L'option à l'impôt sur le revenu peut être intéressante si on détient ces titres depuis longtemps et qu'on a surtout créé une société, mais alors là ça ne concerne pas vraiment les entreprises individuelles, mais c'est à titre informatif. On peut avoir un intérêt
à opter pour l'impôt sur le revenu sur les plus-values de cession de valeur mobilière si l'on bénéficie d'un abattement de 85%, sous condition bien évidemment. Donc là, on peut avoir un taux moyen d'imposition de l'ordre de 24%, tout compris, donc plus intéressant que la flat tax, mais ça concerne vraiment les créateurs d'entreprises. Donc là, on va pas vraiment être sur des investissements en bourse comme on peut le faire sur des épargnants, qui là vont être à 30% d'imposition, puisque l'option pour l'impôt sur le revenu ne sera pas avantageuse, puisqu'on ne pourra pas bénéficier de l'abattement de 85%. À ceci s'ajoute aussi l'impôt sur la fortune immobilière. Donc effectivement, le patrimoine qu'on se sera constitué par ailleurs pourrait être soumis à l'IFI. Donc depuis le 1er janvier 2018, l'ISF a disparu au profit de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc là, on va vraiment aller chercher le patrimoine immobilier ou les unités de compte immobilières dans le cadre des contrats d'assurance vie, par exemple, avec un seuil d'assujettissement qui se déclenche donc, pour un patrimoine net taxable d'1,3 million €, mais une taxation qui commence dès 800 000 €. Donc ça, c'est la petite particularité de l'IFI. Seuil d'assujettissement si mon patrimoine immobilier dépasse 1,3 million €, mais j'ai quand même une petite, on va dire un taux de 0,5 qui commence dès 800 000 € de patrimoine, avec un taux maximal qui atteint les 1,5%. Maintenant, les droits de donation ou succession, qui peuvent atteindre, donc en ligne directe, qui peuvent atteindre 45%. Donc on va ensuite vous mettre sur les diapositives le barème des droits de succession. Donc le barème des droits de succession s'échelonne entre 5% et 45% en ligne directe, comme vous pouvez le voir ici, avec une taxation à 20% dès 16 000 € de patrimoine transmis par héritier. Ce barème des droits de succession, il peut être amélioré, c'est-à-dire que si on a quand même des possibilités d'anticiper la transmission, on parle beaucoup d'anticipation, une transmission, ça peut également s'anticiper avec différents leviers qui existent. On a des abattements qui existent, c'est-à-dire que si je commence à transmettre par anticipation une partie de mon patrimoine, je vais bénéficier de certains abattements. Donc, on a un abattement de 100 000 € en ligne directe, donc par parent et par enfant, qui est applicable donc, tous les 15 ans. On a un abattement entre grands-parents et petits-enfants de 31 865 €. Et on a en plus, donc également tous les 15 ans, là, et on a en plus ce qu'on appelle les dons familiaux de somme d'argent. Donc là, il y a quand même des conditions d'âge, c'est-à-dire que le donateur doit avoir moins de 80 ans, le donataire, la personne qui reçoit, doit avoir plus de 18 ans, et on est sur un montant similaire de 31 865 €. La seule particularité ici, c'est que ce sont vraiment des dons de somme d'argent, donc chèques, virements, etc. Donc tout ceci doit être anticipé. Plus on pourra transmettre de manière anticipée, plus on pourra le faire jeune, mieux ce sera pour commencer effectivement à aller chercher les abattements qui se régénèrent tous les 15 ans aujourd'hui. À une époque, c'était tous les 6 ans. Donc voilà, on peut aussi jouer sur le montant de donation qui, à une époque, était exonéré jusqu'à 159 000 €. Donc on a aussi les législations fiscales qui peuvent avoir des effets d'aubaine et pouvoir bénéficier d'abattements supplémentaires ou de délais de rappels fiscaux qui pourraient être raccourcis. Précision quand même qu'une transmission entre tiers peut atteindre 60%. Donc là, on pense aux concubins, par exemple, ou à des parents qui auraient élevé un enfant qui ne serait pas le leur, qui voudraient transmettre un patrimoine à un enfant, donc l'enfant de son conjoint. On est sur un taux de taxation de 60%. Ça, c'est effectivement à noter. Alors, est-ce qu'on a des leviers, Sarah ? Il existe quelques leviers. Alors, on a souvent les mêmes leviers, mais il est bon de les rappeler. On a ce qu'on appelle le démembrement de propriété. Donc, l'effet de levier du démembrement de propriété, c'est plus je vais donner jeune, moins la valeur de la nue propriété sera taxée. Donc là, l'idée, c'est de commencer à transmettre tout en gardant les revenus. Quand je suis usufruitier d'un bien, imaginons qu'on soit sur des parts de sociétés civiles immobilières avec des revenus fonciers, par exemple, je vais pouvoir anticiper ma transmission en transmettant en quelque sorte une
pleine propriété à terme, je vais donner la nue propriété à mon enfant, et on voit avec le barème de l'article 669 du Code général des impôts que, prenons un exemple, donc si j'ai moins de 61 ans, la valeur de ma nue propriété qui va être taxée au droit de donation est de 50%. Si je le fais après mes 61 ans, donc entre 61 ans et 71 ans, la valeur de ma nue propriété augmente. Donc là, on prend 10 points de base, on passe à 60%. Donc finalement, plus je donne jeune, plus la valeur taxable au droit de donation est faible. Donc si on cumule l'effet de levier du démembrement de propriété, le rappel fiscal tous les 15 ans avec les abattements qui se régénèrent, etc., on peut commencer, tout en conservant les revenus, à transmettre une partie de son patrimoine, avec une précision, c'est qu'une fois que j'ai transmis ma nue propriété, au moment où moi, usufruitier, je décède, l'usufruit rejoint la nue propriété sans taxation supplémentaire, et ça permet en quelque sorte, si le bien que j'ai transmis a pris de la plus-value, d'exonérer la plus-value des droits de donation et des droits de succession, puisque là, on n'aura pas de taxation supplémentaire. On regarde avec un exemple. Allons-y. Alors là, on a fait une illustration chiffrée sur une valeur donnée de 1 million d'euros. Ça peut être un sous-jacent, quel qu'il soit, des parts de société. On peut prendre l'exemple d'un contrat de capitalisation, par exemple. Donc là, on est sur du financier. Monsieur X donne l'équivalent d'un contrat qui vaut 1 million d'euros à un enfant. Il veut se réserver les intérêts du contrat pour pouvoir avoir des revenus complémentaires pour sa retraite, par exemple. Il donne l'équivalent du contrat d'1 million d'euros. Il a moins de 61 ans, donc la valeur de la nue propriété qui sera soumise au droit de donation est de 50%. Donc on est sur une valeur taxable de 500 000 euros, en tout cas un montant transmis de 500 000 euros. Monsieur X n'a pas fait de donation durant les 15 dernières années, donc il va bénéficier de son abattement de 100 000 euros. La base taxable va être de 400 000 euros et on va être sur des droits de donation de l'ordre de 78 000 euros, hors émolument du notaire. On va être, en fait, là, on va être à une tranche marginale d'imposition sur le barème de 20%, alors que je transmets finalement un bien qui, à terme, vaudra 1 million d'euros, voire plus, si j'ai des intérêts et des plus-values sur mon contrat qui se sont générés, en fait, on peut le faire pendant 20 ans, par exemple. Si je donne à 61 ans et que le décès intervient à 81 ans, mon contrat, j'ai placé 1 million d'euros, mais pendant les 20 ans, j'espère que ce contrat sera en plus-value. Et donc, effectivement, on donne sur une valeur d'investissement à l'entrée, donc 1 million d'euros, qui se transformeront peut-être en 1,5 million. Et donc là, on a un taux moyen d'imposition, si on rapporte 78 000 euros à 1 million, on a transmis quelque chose qui vaut 1 million, voire plus à terme, en payant 78 000 euros de droits de donation. À comparer avec un taux moyen d'imposition, si jamais l'anticipation ne se fait pas, 1 million d'euros en donation en pleine propriété, on est à 21% de taux moyen d'imposition. Là, effectivement, c'est un effet de levier assez efficace si on le fait de manière assez anticipée, donc relativement jeune encore. Donc ça concernait tout ce qui était démembrement. Autre solution, on en parle très souvent, alors on regarde souvent le zoom de l'assurance vie dans le cadre du décès, mais pas souvent en cas de vie. Est-ce que tu peux nous en parler cette fois-ci en cas de vie? Oui, alors effectivement, l'assurance vie a aussi des vertus de financement de la retraite, hein, puisqu'on est quand même sur un vrai sujet pour les professions, enfin, en tout cas les professions libérales de retraite. L'assurance vie, donc en plus d'être un levier pour anticiper la transmission, c'est aussi un produit intéressant pour financer son train de vie après le départ à la retraite. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on va verser des primes en assurance vie, quand on va effectuer des rachats sur son assurance vie, on va systématiquement racheter du capital et des intérêts. Donc en fait, on rachète son capital investi et on va avoir uniquement une quote-part d'intérêt taxable. En fait, c'est une formule mathématique. Tous les assureurs vont avoir la même formule. On va aller directement à l'exemple chiffré. Si j'ai par exemple un épargnant qui décide d'investir 100 000 euros sur un contrat d'assurance vie, au bout de quelques années, il a un besoin de complément de revenus pour financer sa retraite de 20 000 euros par an.
Donc, au bout de quelques années, on a 20 000 € de plus-value sur le contrat de produit. Donc, il est rentré à 100 000. On a 120 000 € au moment du rachat. L'épargnant décide d'effectuer un rachat de 20 000 €. Ce rachat de 20 000 €, il sera systématiquement composé d'une quote-part de capital, qui ne sera pas taxée, puisqu'il rachète du capital investi, et d'une quote-part de produits qui, eux, seront imposables. Donc, on a déjà ce qu'on appelle un effet d'assiette dans le cadre de l'assurance vie. En ayant 20 000 € annuels, même si j'ai eu 10 000 €, 15 000 € de plus-value pendant l'année, si je rachète 20 000 €, on ne va pas considérer que je rachète mes 15 000 € de plus-value. Voilà. Donc, comment est taxée l'assurance vie? De manière synthétique, pour les primes versées depuis le 26 septembre 2017, l'assurance vie est taxée à la flat tax, donc les fameux intérêts qui vont être réintégrés dans mon assiette taxable sur mon rachat vont être taxés à 30%, avec une quote-part qui va être taxée à 24%, en gros, puisqu'on a une petite quote-part, donc ça se décompose en 12,8 plus 17,2, donc on retrouve nos 30% de flat tax. Mais jusqu'à 150 000 € de primes versées, on va avoir, si le contrat a plus de 8 ans, une partie qui va être taxée à 7,5%. Donc on va avoir un taux d'imposition de l'ordre de 24% sur une partie du contrat et 30% sur l'autre. Donc voilà pour schématiser aujourd'hui l'assurance vie et les rachats d'assurance vie. On va peut-être parler un petit peu quand même de l'aspect transmission, puisque c'est aussi un des autres avantages du contrat d'assurance vie. Oui, alors effectivement, l'assurance vie, comme je viens de le dire, a des vertus pour financer sa retraite, mais elle a également des vertus de transmission. C'est-à-dire que quand on commence à être sur des patrimoines qui commencent à être un peu liquides, avec un patrimoine immobilier qui peut être conséquent par ailleurs, on l'a vu, le barème des droits de donation et de succession s'échelonne entre 5% et 45%, avec une tranche à 20% des 16 000 € de transmis. En assurance vie, on a une taxation spécifique à l'assurance vie, qui est en fait de l'ordre de... on va avoir une exonération jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire. Donc ça va se déterminer dans la clause bénéficiaire. Je vais nommer des bénéficiaires dans mon contrat d'assurance vie. Jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire. Donc cette fiscalité est valable pour les primes versées avant 70 ans, puisqu'après 70 ans, on retombe sur une fiscalité droit de succession au-delà de 30 500 € d'abattement au global. Donc, pour les investissements effectués avant 70 ans, jusqu'à 152 500 € de transmis par bénéficiaire, on est sur une exonération. Entre 152 500 et 700 000 €, on est à 20% de taxation. Donc, on voit que finalement, jusqu'à 700 000 €, on est à 20% de taxation à partir de 152 500 €, alors qu'en droit de succession, on est à 20% des 16 000 €. Donc là, on a un barème quand même qui est beaucoup plus intéressant, et c'est un barème qui est par bénéficiaire. Donc, pour commencer à être taxé à 31,25, il faut transmettre plus de 852 500 € par bénéficiaire. Donc en gros, effectivement, si j'ai 2 enfants, il va falloir aller au-delà d'1,7 million dans le contrat d'assurance vie, alors qu'on voit bien qu'au droit de succession, entre 900 000 et 1,8 million, on est à 40%, alors qu'en assurance vie, on est à 31,25. Donc il y a quand même un différentiel de taux qui, sur des patrimoines importants, fait quand même une sacrée différence. Sarah Madens, ingénieure patrimoniale au sein de la banque privée, un grand merci pour cet éclairage sur la partie fiscalité.